Donc je suis dans une banque privée pure player, je suis en alternance, je suis en master 2, c'est beaucoup de taf. En parallèle de ça, je fais beaucoup de création de contenu, je suis pas du tout un surhomme. Lui, c'est Louis. Il est étudiant en alternance en master de finance au sein de la prestigieuse université de Paris-Dauphine. Il est aussi créateur de contenu et cumule près de 10 000 abonnés sur Instagram et plus de 1600 sur YouTube. Louis partage ses connaissances sur les thématiques de la gestion de patrimoine ou encore de la finance. Il vient de lancer récemment son podcast Jeunes Doers où il reçoit des jeunes ambitieux comme lui qui ont décidé de prendre leur destin en main. Voici son histoire. J'ai jamais autant travaillé de ma vie, alors qu'à la base, je suis un gros flemmard, tu vois. Pas le premier de la classe, pas le dernier, ni le mec moyen. Tu vois, le mec un peu random, mais je bosse plus, mais parce que je kiffe ce que je fais aussi. Et je pense que toi, c'est la même chose. Sinon, tu le ferais pas et tu prendrais pas ces choix-là non plus pour le faire. Y a pas de secret, je bosse énormément, j'ai plus vraiment de vie sociale, j'ai pas de copines, mes potes, je les vois beaucoup moins qu'avant, je sors beaucoup moins qu'avant. Ma vie est rythmée par ces trois choses-là que sont Dauphine, la banque, la création de contenu. Et c'est un choix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. Aujourd'hui, je suis super content. On est à Paris et je suis avec un invité exceptionnel pour ce 25e épisode du podcast. C'est Louis. Salut Louis, ça va ? Ça va, très bien, merci pour l'invite, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Bon, on a déjà échangé un petit peu pendant quelques temps. On va pas faire genre, on vient de se rencontrer. Ouais, c'est ça, mais c'est pour faire le truc un peu corporate, tu vois, sûr. le début d'épisode. Toujours. Mais trop bien, ravi de te rencontrer. Ben moi aussi, mec, bienvenue à Paris. Ouais. T'es monté pour l'occasion et autre chose. Hein. Tu viens pas que me voir, mais Bien sûr, en partie, c'est cool. mais c'est cool de profiter un peu et d'avoir surtout un peu des setups qui changent, tu vois. Ouais, très sympa, très sympa cet endroit d'ailleurs. Donc franchement, hâte de commencer cet épisode avec toi. J'ai une première question. Avant même de te poser cette première question, j'aimerais que tu te présentes rapidement en quelques phrases, quelques mots pour dire globalement qui tu es. Et après, je te poserai justement la question que j'attends avec impatience. Ok, le teasing. Du coup, Louis, sur les réseaux, Louis Nasto. Sur Insta, TikTok, YouTube, la totale. C'est ton nom de famille d'ailleurs C'est pas mon nom de famille, non. C'est pas mon nom de famille. Alors pour la petite histoire, Nasto, c'était la première marque que j'ai lancée. Ok. Ça s'appelait Nasto Shop. Ok. C'était une marque de bracelets développement personnel. Enfin, un petit truc, pas très ambitieux, mais ça m'a permis de mettre vraiment le pied à l'étrier de l'entrepreneuriat entre guillemets et commencer mon petit parcours. Donc en fait, j'ai gardé tout simplement ce nom-là, Louis Nasto, après dans mon compte Instagram. Et maintenant que j'ai ce nom-là, je pense pas forcément à le changer. On verra peut-être plus tard. Mais donc voilà, je suis en master 2 gestion de patrimoine à l'université Paris-Dauphine. En parallèle de ça, je suis en alternance donc dans une banque privée pure player en tant que banquier privé. Et à côté de ça, je fais du coup plein de contenus sur la gestion de patrimoine, l'entrepreneuriat. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Jeunes Doers. Un peu comme le tien, je me suis inscrit dans la même veine où j'échange avec des jeunes doers, des jeunes entrepreneurs qui ont beaucoup d'ambition et qui essayent vraiment de passer à l'action. Le but, c'est vraiment que les gens s'identifient aux invités, un peu comme tu le fais toi. Donc voilà, je fais un peu plein de trucs sur les réseaux et je publie un peu comme ça plein de contenus autour de ma vie, de ce que je fais. Et là, vraiment plus particulièrement depuis plusieurs mois sur la gestion de patrimoine. L'idée, c'est vraiment à terme de former des entrepreneurs à gérer leur propre patrimoine. Et donc voilà, beaucoup de contenu, beaucoup de choses. En plus, tu as 8000, je crois, un peu plus de 8000 abonnés sur Insta. Ouais, je viens de dépasser là. Trop bien. Ouais, sur YouTube, tu es à combien ? Genre 1500, un truc comme ça. Ok. C'est vrai que le nombre d'abonnés, c'est un peu, je trouve que c'est un peu une vanity metrics, dans le sens où en fait, c'est le truc que tout le monde remarque, que tout le monde voit, dont tout le monde te parle, surtout les gens qui sont pas avisés sur les réseaux. Beaucoup de mes potes, moi, me jugent entre guillemets au nombre d'abonnés, tu vois, jugent en bien ou en mal d'ailleurs, mais me parlent. Un des premiers trucs qui dit, c'est le nombre d'abonnés que j'ai. En vrai, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup ? Non, c'est rien. Est-ce que j'ai envie d'en avoir plus ? Pas forcément. En fait, je pense que ce qui est plus important que le nombre d'abonnés, c'est la qualité de l'abonné entre guillemets, que l'abonné soit vraiment qui te comprenne, qui te ressemble, qui soit potentiellement un futur client. Je pense que c'est le plus important avant même le nombre de vues, le nombre d'abonnés et tout. Donc moi, quand je fais 1500 vues sur une formation gratuite de 1h30 sur la gestion de patrimoine sur YouTube, 1500 vues c'est rien, mais en vrai je suis trop content de les faire parce que c'est beaucoup plus que d'autres dans ce domaine-là. Donc ça fait très plaisir, quoi. C'est vrai que c'est un vrai sujet duquel c'est vrai qu'on en a pas vraiment parlé, mais je pense qu'on n'était pas loin d'en parler là tout à l'heure, juste avant. Peut-être qu'on aura l'occasion justement d'en rediscuter aussi. Louis, première question pour débuter ce podcast. Ouais. Comme tu as pu le voir sur la trame, il y en a 3. Et je vais t'en poser une, c'est quel est le domaine ou la compétence que tu penses mieux maîtriser que 99% des gens autour de toi et dans ton domaine, peu importe ce que c'est comme compétence. Ouais, je pense que c'est facile, gestion de patrimoine en vrai. Ouais. C'est pas compliqué.
Euh, Et pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des connaissances et des compétences que très peu de personnes ont, notamment en France. On est très 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 mauvais sur la gestion de patrimoine. Je parle du français moyen, même le jeune moyen, n'importe qui en fait, est très mauvais sur comment gérer son patrimoine, quelle fiscalité il y a, comprendre le cadre juridique légal en France. Surtout quand on est entrepreneur, c'est primordial. Mais même quand on est salarié, il y a plein de choses à savoir. C'est la première raison pour laquelle j'ai fait ces études-là. J'ai jamais vraiment voulu devenir gestionnaire de patrimoine ou autre, mais j'ai toujours su que c'est des compétences qui allaient m'être vraiment cruciales, importantes et utiles tout au long de ma vie, peu importe ce que j'allais en faire en fait. Donc ouais, la gestion de patrimoine, c'est très important, hein. Surtout en France. Ce qui est marrant, c'est que on est le pays où les gens sont le moins au fait de tout ça, de la fiscalité, de l'investissement, etc. Et pourtant, on est un des pays les plus compliqués à vivre fiscalement parlant. Même si on parle des retraites et autres, je veux dire, notre génération, on sait aujourd'hui qu'on n'aura pas de retraite par l'État. Tout le monde commence à s'en rendre compte, mais personne ne met de choses en place pour y parvenir à se créer sa propre retraite. Ouais, la gestion de patrimoine, je dis pas que je suis le meilleur là-dedans, hein. Pas du tout. Je suis un jeune, j'apprends, je suis en alternance. Enfin, voilà. Mais forcément, quand on compare avec le reste de la population, bah oui, je pense qu'il y a moins d'1% des Français qui savent, qui comprennent la gestion de patrimoine et qui savent l'appliquer dans leur vie, quoi. Et toi, c'est quoi un petit peu ta vision justement là-dessus avec la création de contenu, ce que tu essayes de faire, que tu Ouais. parlais notamment des retraites? Est-ce que c'est par exemple un angle d'attaque que tu as pour dire, bah, ok, tout le monde sait qu'on n'aura pas de retraite, mais personne ne met en place des choses? Est-ce que toi, justement, tu interviens un peu sur ce créneau-là, pour pas que sur ce créneau-là, mais un petit peu dans cette veine-là et avec cet angle d'attaque pour justement faire prendre conscience aux gens que c'est important de se responsabiliser sur ce sujet-là? Pas vraiment. Ok, Je me place pas dans cette mouvance-là. Il y en a plein qui l'ont fait avant moi. D'accord. Je pense à des Mounir sur Finery, je pense d'accord. à Thibaut Conrard que j'ai interviewé dans mon podcast. Enfin, il y a plein de jeunes Boursogramme. Il y en a plein, des gens D'accord. qui publient du contenu pour justement initier le commun des mortels, entre guillemets, à la gestion de patrimoine. D'accord. Donc c'est, en général, le langue d'attaque, c'est souvent gros, tu n'auras pas de retraite, apprends D'accord. à gérer ton patrimoine, apprends tout ça, et c'est des compétences qui te seront utiles. Moi, je me place plus, c'est vrai, dans la mouvance de... Tu vois, je me place pas si on compare à de la levée de fonds, par exemple, je suis pas précide, je suis pas non plus private equity, genre... je sais pas si tu connais, mais je parle de ça, mais bref, je suis pas au tout début d'un projet ou au tout début d'une réflexion, je suis pas non plus à la fin, une fois que tout est déjà mis en place pour optimiser, mais je suis vraiment dans le milieu, c'est-à-dire que moi, je cherche à parler à des jeunes, soit qui sont au fait de la gestion de patrimoine ou déjà qui savent que c'est important d'eux connaître tout ça, soit même des jeunes entrepreneurs qui donc eux sont confrontés tous les jours à ça, parce ils savent faire de l'argent, mais ils ont peut-être envie que leur argent en fasse d'eux-mêmes. Donc voilà, moi je me place plus en mode, je parle à des jeunes entrepreneurs qui savent faire de l'argent, qui ont de l'argent à placer. Qui sont dans l'opérationnel en fait de leur activité. Exactement. Et en pleine mouvance de leur activité. Exactement. Et qui malgré tout ça n'ont pas le temps. Ils savent que c'est important de placer de l'argent, ou parfois ils le savent pas vraiment, mais en tout cas ils ont ces notions-là en tête. D'accord. Et j'essaye de petit à petit leur montrer qu'il y a une bascule à faire et que c'est vraiment primordial de savoir gérer son patrimoine, parce que même si tu sais faire peut-être, je sais pas, 100 000 balles par mois, en fait, si tu sais pas le placer, t'as plein de choses, t'as l'inflation, t'as les taxes, t'as les impôts, t'as énormément de choses que tu dois supporter. Et si t'es pas au fait de la gestion de patrimoine, malheureusement, t'as beau savoir faire beaucoup d'argent, déjà c'est pas forcément une activité pérenne. Peut-être que tu sais faire de l'argent maintenant, mais dans 5 ans, tu ne sauras plus en faire. Et là, tu seras bien content d'avoir mis les choses en place quand tu savais en faire pour pouvoir avoir des revenus complémentaires, des revenus passifs et autres. Donc voilà, je me place plus dans cette mouvance-là. Je vais pas parler aux jeunes classiques, entre guillemets. Je vais plus parler à des jeunes entrepreneurs. Parce qu'en plus de ça, moi, c'est ce qui me motive le plus. Oui. Je préfère parler à des jeunes entrepreneurs qu'à des jeunes comme mes potes, tu vois. Ouais. D'accord, je comprends, ouais. Il y a une cible qui te parle et aussi qui t'intéresse parce que tu y passeras forcément plus de temps, tu y mettras plus d'énergie, Ouais. tu t'investiras plus dedans aussi, parce que c'est ce que tu apprécies, quoi. Ouais, clairement. Le concept de l'épisode, ce que j'aime bien faire, c'est qu'on a 6 sujets principaux qui ont été préparés. Toi, tu en as vu 3 sur les 6. Du coup, une fois sur 2, tu dis un chiffre entre 1 et 6. Une fois toi, une fois moi. Okay. Donc une fois tu choisis un sujet, une fois je choisis un sujet. Et on aborde le sujet, donc ça peut être une phrase, citation, en lien ou pas forcément avec la gestion de patrimoine ou par rapport à toi. Trop cool. Je te laisse commencer. J'aime beaucoup ton concept, mec. Je te l'ai déjà dit, mais voilà, je tenais à le dire au micro. Merci beaucoup, c'est sympa. Très, très cool. Je te laisse commencer par le... Bon, je vais te dire 3. Comment s'imposer dans un milieu très réglementé, donc ton travail, en tant qu'alternant? Est-ce que tu as, par ma question j'entends, un manque ou une perte de crédibilité, alors aux yeux de tes confrères par exemple,
Est-ce que justement, c'est un petit peu t'es jeune, tais-toi, écoute-nous. Ah, c'est C'est intéressant. quoi un peu comment est-ce que tu C'est intéressant l'aborderais? parce que cette question, elle était sur la trame, il me semble, que j'avais vue, mais je l'avais pas forcément compris comme ça. Euh, La confiance, c'est primordial dans n'importe quel secteur, pour n'importe quelle personne. Peu importe ce que tu fais, en fait, dans la vie, il y a toujours la confiance qui est reine. La monnaie qu'on a tous les jours, c'est basé sur la confiance. Tout est basé sur la confiance. Et quand on vend des services, ou quand on aspire à vendre des services, quand on aspire à aider des gens, les gens achètent plus forcément un produit, mais ils achètent une personne. On en parlait tout à l'heure. Ça revient à ces notions de personal branding et autres. Les gens, maintenant, je pense vraiment que l'époque où on achète sur une landing page qu'on a vu qui a popé sur, je sais pas, dans notre feed Insta ou quoi, elle est révolue cette époque-là. Pour moi, elle n'existe plus. Aujourd'hui, on le voit, le personal branding, tous les réseaux ont amené vraiment cette confiance-là en tant que objet de vente et objet de vente primordial. C'est-à-dire que sans la confiance, tu ne peux rien faire. Dans la gestion de patrimoine, comme dans d'autres secteurs qui sont assez fermés, élitistes, entre guillemets, qui sont un peu gardés secrets de manière volontaire par toutes les personnes qui y sont dedans, la confiance est encore plus indispensable, elle est encore plus importante. Ok. Et c'est vrai qu'être jeune dans ce secteur-là, c'est assez compliqué. Donc, c'est ce dont je me suis rendu compte très vite, c'est que si je voulais, in fine, que les gens me fassent confiance pour mes compétences de gestion de patrimoine, fallait qu'ils aient confiance en moi, de prime abord. Et qu'une fois qu'ils auraient cette confiance-là, le reste découlerait, le reste suivrait, il n'y aurait aucun souci. Et donc, je me suis demandé, mais comment les gens peuvent avoir confiance en toi, sachant que tu es jeune, tu es connu de personne, tu n'as pas de réseau. Ok, oui, tu es dans une très bonne formation, tu es dans une très bonne banque, etc. Mais en soi, tu as 22 ans. Pourquoi les gens te feraient confiance? La création de contenu, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est autant utilisé. Je reviens à ce que je disais au début, mais c'est le personal branding. Je me suis dit, si j'arrive à montrer que je sais de quoi je parle, que je suis compétent pour ce sujet-là de gestion de patrimoine, que ce soit de la fiscalité, de l'ingénierie patrimoniale, de la finance, si j'arrive à montrer que j'ai les connaissanses, les gens me feront confiance. Non pas pour ce que je suis, mais pour ce que je démontre savoir. Donc en gros, c'est pour ça que j'ai lancé sur ma chaîne YouTube une série qui s'appelle les Value Assets. J'ai repris ce terme à Mathis Clouet, que vous connaissez peut-être, ceux qui nous écoutent, que tu connais aussi, il me semble, on en a parlé tout à l'heure. Un Value Asset, c'est tout simplement une formation, une sorte de masterclass sur un sujet. Et moi, j'essaie de les décomposer en masterclass de 1 heure, 1 heure et demie sur des pans de la gestion de patrimoine différents. Donc, j'ai fait la fiscalité de l'immobilier, j'ai fait tout ce qui est mariage, succession, transmission, j'ai fait les titres financiers, j'ai fait les enveloppes d'investissement. Et en fait, toutes les 3 semaines, un mois, j'essaie d'en sortir un nouveau en essayant d'aller vraiment le plus en profondeur possible dans ces sujets-là, sans perdre les gens qui m'écoutent, parce que comme je te l'ai dit au début, je ne m'adresse pas à des gens qui sont expérimentés, mais à des gens qui savent que c'est important et qui ont envie d'apprendre ces connaissances-là. Mais voilà, j'essaie de vulgariser les choses, mais en allant en profondeur. Mon but, évidemment, avec ça, c'est de montrer que je suis compétent et que je sais de quoi je parle. Que c'est pas parce que j'ai 22 ans que j'ai aucune connaissance ou quoi. Je pense que l'âge n'est rien de plus qu'un chiffre, d'autant plus quand je travaille avec des personnes qui sont âgées, que je n'estime pas forcément beaucoup plus compétentes que moi sur certains sujets. Je pense vraiment qu'à partir du moment où tu montres que tu sais ce de quoi tu parles, tu connais ton sujet, je pense que ça suit. La confiance suivra. Et donc c'est vraiment ce que j'essaie de faire en fait avec les réseaux. Et je reviens à ta question. J'ai commencé de base les réseaux pour juste démystifier le milieu de la banque privée. Je parlais à des étudiants qui étaient intéressés par ce milieu-là ou qui avaient entendu parler du métier de banquier privé. Et j'essayais de leur montrer vraiment tous les chemins possibles dans la finance, qu'il n'y a pas que le VC, que le private equity ou que le M&A ou que le trading. Il y a aussi de la gestion de patrimoine, du wealth management. C'était un secteur qui n'était pas très connu, personne parlait sur les réseaux. C'est vrai, ouais. Donc j'ai commencé à parler de ça donc de base aux étudiants pour démystifier ce milieu, parler de banque privée, des notions qui font un peu rêver, qui en font rêver beaucoup, mais qui en font crier d'autres aussi. Donc voilà, j'ai commencé à parler de ça, et puis c'est vrai que petit à petit, j'en avais un peu marre de parler à des étudiants. Je m'estime pas être un conseiller d'orientation. Je m'estime pas être le mieux placé pour parler de ce genre de sujet d'orientation. J'ai un parcours qui est très simple finalement. J'ai fait un bac S, je suis à Nice, je suis monté à Paris, j'ai fait mes études à Dauphine. En L3, je me suis spécialisé en gestion de patrimoine et j'ai fait le Master 1 et le Master 2 en gestion de patrimoine. Je suis pas passé par des passerelles, des trucs, des machins, et j'ai fait un BTS, mais après je suis parti et j'ai vu que j'y connais rien tout ça en fait. J'y connais rien, et c'est vrai qu'il est arrivé à un point où il y avait tellement de jeunes étudiants qui me suivaient qu'au début c'était des gens qui me ressemblaient, donc qui avaient à peu près le même parcours que moi, et pour lesquels c'était simple de les conseiller. Et petit à petit, en fait, il a commencé à avoir des personnes qui me suivaient, qui étaient
plus jeunes déjà, donc potentiellement le bac ou première année d'études sup, et qui avaient des parcours qui étaient totalement différents du mien. Et je suis D'accord. pas du tout bien placé pour ça. Je comprends. Et on en revient à cette notion-là. Moi, j'ai envie de parler que de choses que je connais, que je maîtrise. Et je ne pouvais plus en fait me permettre de donner des conseils à des personnes que j'estimais ne peut-être même pas forcément être les meilleurs conseils qu'on pouvait leur donner. Donc D'accord. c'est là où j'ai fait un peu la bascule, le switch sur ok, j'arrête de parler aux étudiants pour leur montrer comment intégrer la banque privée. Je vais commencer à parler à des entrepreneurs, des jeunes qui veulent gérer leur patrimoine et leur montrer que je suis compétent pour ça. Et donc, s'en est suivi les value assets, comme je te disais. Ok, ouais, value assets, et du coup, tu as un peu. Ouais, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu as grandi au fur et à mesure, à force de créer, quand tu crées beaucoup de contenu sur la mathématique en mode regarder aux jeunes ce qui est possible de faire, c'est vrai qu'après, tu peux vite être contacté par soit peut-être des organismes de formation, ou même Ouais, des bien sûr. gens. Il y en a qui m'ont contacté. Ouais, il y a plusieurs organismes de formation. Moi, je dirais pas les noms, mais je pense que les gens voient très bien ce que c'est. Enfin, il y en a 2-3 qui sont très connus en finance. D'accord. Il y en a la moitié qui m'ont contacté. J'ai pas eu envie de monétiser mon audience comme ça. J'ai pas eu envie de. Parce que j'avais déjà justement en tête cette idée de bascule et cette idée de, ok, en fait, qu'est-ce qui est le plus valorisable dans mes connaissances et mes compétences? Est-ce que c'est montrer un parcours d'étudiant que j'ai eu pour leur montrer comment intégrer les meilleures banques privées pure player? Ou est-ce que ça, c'est plus valorisable que comment gérer son patrimoine? Non. Tu as fait la balance entre les deux. Et Je me suis dit, en fait, c'est évident. D'une, j'ai pas envie de parler ad vitam à des étudiants. C'est pas des gens qui m'inspirent. Moi, je pense que le meilleur business, c'est quand tu es inspiré par tes clients. Une fois que tes clients sont des personnes avec qui sont des personnes que tu as envie de côtoyer, avec qui tu as envie de bosser, bah en fait, tu as tout gagné. Les étudiants, je vais pas être un étudiant à vie, donc j'ai pas forcément envie de parler à ces gens-là. Et surtout, la compétence qui est la plus facilement monétisable, qui a la plus grande valeur ajoutée, c'est pas de montrer un parcours en finance à des étudiants, mais c'est de montrer comment gérer son patrimoine. C'est ça la vraie compétence derrière, en fait, tout ce que j'apprends à la banque et à Dauphine. Donc je me suis dit, en fait, c'est pour ça quand ils m'ont contacté ces organismes-là, et j'ai hésité parce que c'est vrai que ça faisait déjà pratiquement 1 an que je publiais du contenu sur les réseaux. Enfin ouais, non, plutôt 8-9 mois. J'avais jamais monétisé, ça me prenait énormément de temps. Et évidemment, je me suis posé la question de ah ouais, mais en fait, là, j'ai un billet à prendre qui est très simple. J'ai juste à mettre mon nom et ma tête dans une formation qui m'est déjà proposée en fait. Donc ça serait très simple de gagner de l'argent comme ça. J'ai pas voulu mettre mon nom là-dedans, j'ai pas voulu mettre mon image là-dedans. Voilà, mais c'est un choix personnel. Mais plutôt d'investir sur le contenu, sur ta cible et sur quelque chose de plus moyen, long terme. Exactement. Ouais. Que de se dire à l'instant T, ok, j'ai l'opportunité de monétiser. Et après, quand tu aurais peut-être rentré dans un engrenage où du coup, après, tu as peut-être des engagements avec des organismes, avec des personnes, etc., que là, c'est vrai que tu restes encore maître. Et pour moi, ouais, c'est peut-être l'important, c'est de rester maître de ton image, ce qui est peut-être pas évident non plus, contrairement à ce qu'on peut penser. Clairement, ouais. Et de rester fidèle à ce que tu as vraiment envie de faire et de pas trop t'éparpiller, ou après tu vas peut-être perdre le plaisir de justement créer du contenu, etc. Et... Non, clairement, c'est ça. C'est exactement ça. J'avais pas envie de mettre mon image là-dedans. J'estimais pouvoir faire quelque chose de mieux un peu plus tard. Je préférais différer la gratification plutôt que être tout de suite rémunéré pour ce que j'ai fait. Je me suis dit qu'en fait, c'est un peu un jeu d'échecs. Si là, je place un pion qui me servira à faire une attaque dans 3 tours, bah, c'est peut-être plus intéressant que faire un bon coup maintenant et faire un échec pour après me prendre un échec et mat. Tu vois. En gros, c'est un peu ça l'idée. Okay, je suis hyper nul aux échecs. Je sais pas de quoi je sais pas du tout de quoi je parle. Mais la métaphore, elle est sympa quand même. On arrive à comprendre. Ouais, bon, c'est le principal. C'est le but. Justement, j'ai un sujet qui fait vraiment le lien avec tout ça. C'est que si toi, tu devais décrire, donc c'est le sujet numéro 5, si tu devais décrire ta philosophie de vie en une phrase, ce serait laquelle? Ou en quelques mots? Devenir libre. Ça représente pourquoi pour toi devenir libre? Pour moi, c'est ne plus avoir aucune barrière entre ce que tu veux faire et ce que tu peux faire. Ok. Donc une fois que tu es libre, c'est quand, si tu as une idée, si tu as une envie, tu peux y arriver. La liberté, c'est vraiment fondamental, et je trouve ça dingue à quel point en France, alors que c'est dans la doctrine française, dans les mœurs sociaux, liberté, égalité, fraternité, dans la devise dans française. La devise, d'accord, ouais. Il y a très peu de gens qui comprennent en fait ce que c'est la liberté, et surtout il y a très peu de gens qui aspirent à être libres. Je me rends compte. La vraie liberté, c'est vraiment vouloir faire ce qu'on veut dès qu'on le veut. Et c'est pas forcément avoir un chiffre sur un compte en banque. Il y a des gens qui peuvent faire, s'ils ont envie d'être en autarcie dans le fin fond de la campagne, en autonomie et être en autarcie, quoi. Si c'est leur rêve,
ils n'ont pas besoin d'avoir peut-être 2 millions sur le compte en banque. Peut-être qu'ils peuvent le faire à partir du moment où ils arrivent à se créer une petite activité, où ils peuvent gagner leurs revenus et voilà, vivre la vie dont ils rêvent en fait. La notion de liberté, c'est hyper important pour moi. Et c'est pour ça que ça s'oppose très souvent, je pense, au salariat. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas forcément envie de devenir salarié. Parce que j'estime que quand ta vie, ton train de vie, littéralement dépend d'une fiche de paye, c'est compliqué. L'argent, c'est le premier outil pour devenir libre. Aujourd'hui, dans un monde capitaliste, ceux qui veulent pas d'argent sont ceux qui veulent pas devenir libres en fait. Et pour toi, un salarié ne peut pas devenir libre. Je pense que c'est possible, mais c'est plus compliqué. Ou en tout cas, ça prend beaucoup plus de temps. Ok. Pour moi, un salarié sera libre à partir du moment où il n'est plus salarié. Ok. Mais un salarié, quelqu'un qui reste salarié toute sa vie, ne pourra jamais aspirer à la liberté qu'il Non. souhaite avoir. Non, pour moi, non. Parce que, tout simplement, tu ne peux pas... n'importe qui rêve des fois d'aller ailleurs, de partir en voyage, d'arrêter, n'importe qui a des envies soudaines qui arrivent. Si tu es maintenu par un job pour avoir ton salaire, pour pouvoir vivre, t'es pas libre. Même si tu gagnes 40 000 balles par mois en étant salarié. Pour moi, t'es pas vraiment libre. Parce que en fait, si tu as envie de partir, tu peux pas. Ouais. Toute proportion gardée, je fais une généralité. Mais c'est un peu ma vision des choses. Donc, ta question, c'était quelle est ta philosophie de vie ? Moi, j'essaye de devenir libre le plus rapidement possible. Ok. C'est ça mon but. C'est quoi ton plan un petit peu si tu as un plan plus ou moins de prévu, alors parce que je dis un plan, mais ou ta vision vis-à-vis de ça, justement, c'est quoi toi un peu comment tu dois évoluer là, sur les prochains mois, prochaines années ? Là, je suis en Master 2. Il me reste 1 an. D'accord. Là, au moment où on tourne, je sais pas quand tu le sortiras, mais on est en octobre 2024. C'est ça. Je finis mon alternance en septembre 2025. Ouais, donc quasiment 1 an. Donc en fait, je suis à 1 an de retard par rapport à toi. Ouais, c'est ça. Tu as fait une alternance, tu as fini, t'as fini là, il y a fini là, quelques mois. c'est ça. Pendant toute cette année-là, je vais continuer à construire une communauté, entre guillemets. Je vais continuer surtout à montrer que je sais de quoi je parle pour construire de la confiance. Le but, évidemment, à terme, c'est de monétiser ça. J'ai pas encore forcément le schéma précis de comment je vais le monétiser, mais j'ai envie de me servir de ce que j'ai construit pendant mon Master 1 et mon Master 2 sur les réseaux et le mettre à profit pour justement essayer de devenir libre le plus rapidement. Donc, je compte monétiser à la fin de mon Master. Essayer de tenter ma voie dans l'entrepreneuriat et puis on verra ce que ça dira, mais j'ai beaucoup d'ambition. J'aime pas forcément les afficher parce qu'on est dans un pays où l'ambition est mal vue, malheureusement. J'ai énormément d'ambition et je me suis rendu compte vraiment que, notamment grâce à la banque privée, l'argent n'a pas vraiment d'odeur. Non pas dans son sens initial de l'expression l'argent n'a pas d'odeur parce que tout argent est bon à faire, donc en gros n'importe quoi la fin justifie les moyens, pas du tout. Mais l'argent n'a pas d'odeur dans le sens où l'argent est une conséquence. Je me suis rendu compte que nos clients en banque privée, il n'y a pas de pattern qui se répète. Ça peut très bien être un patron de PME qui a 45 ans, en fait, qui a travaillé pendant 25 ans dans sa boîte et qui a vraiment 5, 6, 7 millions, comme un riche héritier, comme un jeune start-upper qui vient d'un milieu hyper défavorisé, comme au contraire quelqu'un qui a fait des grandes études, etc. Enfin, il y a énormément de clients différents dans la banque privée et c'est hyper intéressant parce que ça te montre que l'argent est une conséquence d'une prise de décision antérieure. Mais ces gens-là n'ont pas vécu pour l'argent, ils n'ont pas tout fait pour avoir de l'argent. L'argent a été une conséquence. C'est marrant, les 3/4 des gens qui viennent nous voir sont hyper simples. C'est des gens comme toi, moi, comme n'importe qui peut nous écouter. C'est des gens, ils sont très intéressants et tout. Je ne dénigre pas du tout leur parcours, mais ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Mais je veux dire, c'est pas ce côté waouh, ah ouais, putain, lui, il a eu cette vision, ce truc. Une idée révolutionnaire. Pas du tout. Les 3/4, il y en a évidemment, mais les 3/4 des personnes, finalement, c'est juste des gens comme toi, moi, qui ont à un moment pris une décision qui leur a permis de faire de l'argent, mais ils l'ont pas fait pour faire de l'argent. Ils n'ont pas pris cette décision pour faire de l'argent, ça a été une conséquence. Donc voilà, je pense que j'arriverai à mes fins, je ne sais pas quand, mais voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet. Intéressant. Il y a un framework que j'ai lu il y a pas longtemps dans un livre je sais pas si tu regardes un petit peu ce que fait Alex Hormozy, c'est un entrepreneur américain. Ouais, bien sûr. Il y a un framework que j'aime beaucoup, donc une méthode, et où il dit c'est more, better, new. Ouais. En gros, quand tu fais quelque chose, il faut le faire avant de passer en fait à chaque étape, tu vois. Genre, si tu te fais un plan à chaque fois, quand tu fais quelque chose, il faut le faire beaucoup
pour réussir à, par exemple, quelque chose qui te fait un petit peu gagner d'argent ou qui te ramène comme toi des abonnés, tu vois, de le faire plus que ce que tu fais déjà, tu vois, d'accentuer le volume, mettre l'accent là-dessus. Ensuite, de le faire mieux, donc peut-être de monétiser, donc avoir une landing page, le faire différemment, enfin, ou le faire mieux que ce que tu le fais déjà, améliorer la qualité, améliorer la forme, tu vois, améliorer des petites choses, etc. Et une fois que tu auras passé cette étape-là, tu fais quelque chose de nouveau, tu vois. Et je trouve que c'est un bon moyen, tu vois, pour C'est clair. peut-être c'est un peu, je sais pas si c'est ce que tu fais, mais j'ai un peu l'impression que c'est ça, où petit à petit, tu améliores en même temps un peu la qualité, le volume de ce que tu produis en termes de contenu, pour du coup faire plus de volume sur ton nombre d'abonnés, etc. Pour ensuite. Ouais, je suis entièrement d'accord. J'en parlais beaucoup avec dans mon podcast, j'en ai pas mal parlé avec plusieurs invités, notamment Anatole Blanchard. D'accord. C'est un mec qui fait du contenu sur la productivité, il gamifie un peu sa vie, donc il apporte une vision un peu gamifiante à l'entrepreneuriat et la productivité. Bref. Et on parlait beaucoup de ça. Lui, il a fait comment il a marché sur Instagram. Il a pris 18 000 abonnés en 2 mois, je crois, en faisant 10 vidéos par jour. Donc 10 vidéos par jour pendant 30 jours. Ça fait 300 vidéos. 300 vidéos, ouais, c'est énorme. 300 vidéos, c'est ce que fait un mec moyen en un an. Si un mec moyen qui produit une vidéo par jour. Donc il a fait ça en un mois. Donc en fait, ça met en perspective les choses. More better new, je suis entièrement d'accord avec ça. Si tu augmentes, pour moi d'abord, il faut faire beaucoup de quantité pour savoir si ça marche, si ce que tu fais plaît. C'est ça. Ensuite, t'améliores petit à petit. Et le mieux, c'est de faire les deux en même temps. Ouais. Plus t'en fais, plus t'améliores. Ouais, c'est ça. Et c'est compliqué à faire, donc c'est pour ça que souvent, tu passes de plus à meilleur. Et new, évidemment, parce que c'est le nec plus ultra. Si tu arrives à faire quelque chose de nouveau qui plaît aux gens, les gens vont t'identifier à ce contenu nouveau. Et tu ne seras plus un mec parmi tant d'autres, tu seras le mec qui. Et c'est un peu l'ambition, souvent, pour moi, que doivent avoir les jeunes créateurs de contenu, c'est devenir le mec qui. Peu importe la taille de la niche, c'est devenir la personne qui soit reconnaissable aux yeux de tous. Le top of mind un petit peu Exactement. de ta niche et tout. Mais ça, tu peux l'appliquer à tous les domaines d'activité d'ailleurs, peu importe le domaine. Tu vois, je pense à même un coach sportif, tu vois, par exemple. Si tu prends un truc un peu. Et attention, je dis pas que c'est général, hein, mais un coach sportif, il va devenir un très bon coach sportif une fois qu'il aura fait plein de programmations et qu'il aura eu plein d'élèves. Après, il va essayer de faire ses programmations peut-être mieux. Bien sûr. Et après, peut-être qu'il aura une autre méthode. Bien tu sûr. vois. Et il y a un truc qu'on m'en a parlé, c'est un de mes invités de podcast, Timothée Moireau, Ouais. que j'ai reçu, qui, quand on discutait, me disait, alors je sais plus, je crois que c'était en off, il me disait d'ailleurs, si tu as un mec qui vient te voir pour te vendre un truc, notamment dans l'IMO ou de la fiscalité, et qui te dit, qui tient un discours en mode c'est la nouvelle opportunité du moment et tout, et qui veut révolutionner un peu son industrie, c'est que ça pue un petit peu, et que justement, focus sur les basiques, les trucs qui existent déjà peut-être, et de le faire mieux peut-être que ce qui se fait déjà, ou de le faire plus, ou de focus sur une partie que de te dire j'ai trouvé le nouvel Eldorado de l'investissement, ou l'immobilier, machin et tout. Souvent dans ces milieux-là, de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, tu me diras si je me trompe, c'est... Ah, bien sûr. Tout ce qui est fiscalité et tout, après, c'est un peu différent parce que faut maîtriser les bases pour comprendre comment faire des montages qui sont beaucoup plus complexes. Bien sûr. Donc, ça revient à ton idée en fait de base, c'est tu maîtrises d'abord la base, tu fais plus, après tu fais mieux, et ensuite tu changes les choses, mais il n'y a pas vraiment de... Ça n'existe pas, l'ingrédient magique. Alors après, en fiscalité, c'est un peu différent encore une fois, parce que tu as quand même des mecs qui sont particulièrement smart dans ce milieu et qui arrivent à te faire des montages, des trucs, qui arrivent à utiliser la loi dans leur sens. Ouais, est-ce qu'après, tu as une Qui est variable phénoménale. Est-ce que c'est, en fait, c'est une variable qui a une importance énorme, la loi aussi, Ouais, bien sûr. les Et dans- juridiques ouais. ou des choses comme ça. Et dans ce milieu-là, c'est que ça en fait. Donc dans d'autres milieux, révolutionner les choses, ça n'a jamais marché ou ça ne marchera jamais. Dans le milieu de la fiscalité, en fait, c'est qu'une succession de gens qui ont révolutionné leur truc et la loi suit ces évolutions-là. Quelqu'un qui utilise un vide juridique, comme tu l'as dit, ou un flou juridique, une zone grise, en fait, après, il va y avoir de la jurisprudence, donc en gros, des cas de loi qui vont se passer, donc des procès, en gros, qui vont avoir lieu. Et la Cour de cassation, par exemple, va émettre un avis sur cette chose qui s'est passée pour augmenter un peu, si tu veux, pour Réguler ce vide-là. Ce vide-là, Et donc c'est comme ça qu'ils améliorent le droit, en fait. En France, en gros, on a la loi, le texte de loi, et on a la jurisprudence. La jurisprudence, c'est toutes ces décisions de justice qui viennent agrémenter le juridique, le domaine juridique. D'accord. Par exemple, dans les pays anglophones, ce qu'on appelle le common law, il n'y a pas de texte de loi, en fait. C'est que de la jurisprudence. Ouais. En gros, dans les pays comme l'Australie, l'Angleterre, Très clair. Oui. les États-Unis et tout, c'est que... Alors, il y a quand même des petits textes de loi initiaux, mais c'est que des décisions de justice qui vont venir
j'arrive pas à trouver mes mots, mais venir. Basé sur la. Ouais, qui vont créer le droit en fait. Le droit est créé à partir de décisions de justice. D'accord. C'est des gens comme, je sais pas, toi par exemple, tu te dis ok, je vais tester ça, il y a rien qui me l'interdit, je vais le faire. En fait, là, il y a quelqu'un qui va te mettre en procès parce qu'ils vont dire ah non, ça c'est interdit. La cour de cassation va trancher et va dire ok, ça c'est interdit ou ça ne l'est pas. Et c'est ça qui va créer le droit en fait. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que la fiscalité c'est un peu différent sur ce point de vue-là parce que en fait, il y a énormément d'évolutions qui sont faites de par ce droit-là qui n'arrive pas à être omniscient, tu vois, qui n'arrive pas à combler D'accord. tous les vides. Et le droit va suivre les évolutions et les révolutions d'ingénieurs patrimoniaux ou d'avocats fiscalistes qui arrivent à jouer avec ces textes-là. D'accord. Ultra intéressant. Est-ce que tu veux nous donner un autre chiffre? Ouais, Donc, on a fait le 1, 3, premier. Le premier. On va voir. Être jeune, étudiant, premier de sa promo et entrepreneur. C'est possible? Non, c'est pas possible. Je suis pas entrepreneur. Je pense que. Bon, Ou aspirer à ouais, devenir tu entrepreneur. poses cette question parce que c'est un peu des casquettes que j'ai en ce moment. Mais j'aimerais bien que les gens comprennent que je suis pas du tout, mais du tout une personne spéciale. Je suis quelqu'un de basique. Je suis drivé par mon moteur, c'est vraiment, comme je l'ai dit au début, c'est ma quête de liberté. Cette quête de liberté-là, elle se décompose en plusieurs étapes que j'ai visualisées. J'essaye juste d'atteindre ces étapes-là le plus rapidement possible. Et quand bien même, du coup, je suis à Dauphine, quand bien même, donc Dauphine, c'est pas du tout pour me la péter que je dis ça, mais c'est juste pour que les gens se rendent compte. Dauphine, c'est en master en gestion de patrimoine, c'est un des, voire le meilleur master en France. D'accord. Je suis dans une très bonne banque, Pure Player. Pure Player, c'est le nom de la banque? Alors, Pure Player, non, c'est pas le nom de la banque. Très simplement, dans les banques en France, tu en as deux catégories. Tu as les catégories retail, donc les banques de détail, les banques de réseau que tu connais. D'accord. Société Générale, BNP, Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, tout ça. Et tu as les banques Pure Player. Les banques Pure Player, D'accord. c'est des banques indépendantes. Donc ça, c'est le domaine bancaire. Mais au niveau des banques privées, tu vois, tu as des Sociétés Générales, BNP, etc., qui ont des segments banques privées. Des segments T'as privés. BNP ouais. banque privée, Société Bien Générale sûr. banque privée. Et tu as les pure players, donc les Lazare, Rothschild, etc., qui sont des banques privées, pure players, indépendantes, D'accord. souvent à actionnariat familial. Donc en gros, elles ne sont pas liées à une banque, Une institution. une institution. bancaire. Elles sont indépendantes. En gros, pour faire très simple, on estime que ces banques privées pure players sont un peu mieux reconnues que des banques privées retail, justement parce qu'elles sont indépendantes et qu'elles peuvent avoir une totale liberté dans leur choix. Qu'en gros, pour faire très simple, elles vont pas te vendre. Tu vois, Rothschild, il va pas te vendre forcément son fonds Rothschild. Ils vont te vendre le meilleur fonds de la place. Donc, qui peut être par exemple Lazare, qui peut être Pictet, qui peut être peu importe. D'accord. Ils vont te vendre le meilleur fonds pour toi. Il y a un alignement des intérêts du fait que ils sont indépendants. BNP Banque Privée va te vendre que des fonds BNP. Donc en fait, Il vient de voir, il dit le catalogue pour investir chez nous, c'est Exactement. ça, voilà. Et je simplifie, souvent, les gens ne criez pas dans les commentaires, je simplifie parce que je Ouais, pense ouais. que les gens qui vont écouter ne sont pas forcément initiés à ce milieu-là, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais, mais c'est pour vulgariser un petit peu. Pour vulgariser, en gros, c'est ça. Comprendre le. Et donc je suis dans une banque privée pure player, je suis en alternance, je suis en master 2, c'est beaucoup de taf. En parallèle de ça, je fais beaucoup de création de contenu. Mm. C'est marrant, j'en parlais dans ma story il y a 2 jours. Je suis pas du tout un surhomme. Comment je fais en fait? Il y a tout le monde qui me pose cette question. Comment tu fais pour faire ça? C'est pas possible. Où tu trouves où ton temps? Je le fais. Simplement. Je le fais comme tu l'as fait. Tu l'as fait pendant 2 ans, tu vois. Pendant 2 ans, tu as fait aussi plein de choses en même temps C'était dur, de tes mais études. Exactement. tu sais pourquoi tu le fais d'une certaine manière et. Exactement. C'était dur, mais oui, c'est dur. C'est pas simple. Mais en fait, la vie est une question de priorité. Les gens qui disent j'ai pas le temps, non, tu ne prends pas le temps pour. Moi, je ne prends pas le temps de voir mes potes. Je ne prends pas le temps de sortir. C'est un show. Je sors beaucoup moins qu'avant. J'ai passé 3 voire 4 ans à Dauphine, donc un style école de commerce, à être dans une asso, à sortir, à faire la vie étudiante comme n'importe quel étudiant en France. Incroyable, j'ai surkiffé. Peut-être ça fait partie des meilleures années de ma vie, tu vois. Mais il est arrivé un moment où je me suis rendu compte que si je voulais justement atteindre ma liberté, qui est pour moi la chose primordiale dans ma vie, il fallait que j'atteigne du coup ces steps-là que j'avais visualisés. Et pour atteindre ces steps-là le plus rapidement possible, il fallait que je mette des choses en place. Et mettre des choses en place, c'est passer par, moi en l'occurrence, la création de contenu, une vision et vraiment agir pour ça. Mais il n'y a pas de secret. Je bosse énormément, mais je sacrifie beaucoup de choses. J'ai plus vraiment de vie sociale. J'ai pas de copine. Mes potes, heureusement, je les ai gardés parce qu'ils me comprennent et ils voient que j'évolue. Donc ils sont OK avec ça. Mais je les vois beaucoup moins qu'avant, tu vois. Je sors beaucoup moins qu'avant.
Je fais beaucoup moins de voyages qu'avant. Ma vie est rythmée par ces 3 choses-là que sont Dauphine, la banque, la création de contenu. Et c'est un choix. C'est un choix et finalement, quand tu compares, en fait, on nous a tellement appris et à avoir. Alors, je sais pas si c'est d'ailleurs, c'est pas forcément lié à l'école, mais c'est un peu la société de consommation, société d'hyperconsommation de masse, où tu peux tout acheter tout de suite, tout à ta dispo, etc. Et tu parlais de gratification différée. C'est un petit peu le cas parce que les gens veulent. Il y a une quote que j'avais repartagée il y a pas longtemps. Les gens veulent le succès, mais pas le chemin qui t'a permis d'aller au succès, tu vois. Pour moi, c'est le plus grand mal de notre génération. C'est le plus grand mal parce que le plus problème, grand mot. le plus grand. Ouais, enfin, ça fait partie des plus grands mots de notre génération parce que, en fait, et ce qui est logique, et je trouve qu'encore c'est en train de changer maintenant. On nous montre beaucoup sur les réseaux sociaux, même sur LinkedIn, tout le monde gagne plus de 10 000 euros par mois, c'est magnifique, etc. Et moi, le premier, tu vois, genre en mode bien sûr que c'est en partie ça qui va te ramener un peu de traction, de croissance, d'intérêt. Mais maintenant, tu en as de plus en plus qui documentent un peu leur parcours, je trouve ça bien. Mais c'est de justement montrer aussi que le chemin pour en arriver là, il n'est pas simple et que justement, il faut plus finalement kiffer le parcours pour y aller que le succès en lui-même. Bien sûr. Moi, le truc, on entend beaucoup parler, j'en connais, des gens qui étaient en prépa et qui, genre, quand ils arrivent dans l'école de commerce de leur rêve ou dans ce qu'ils ont toujours voulu faire, il y en a plein qui se tapent une giga déprime ou alors qui vrillent parce qu'en fait, ils ont tellement connu les deux extrêmes entre tellement travailler pour un truc, un objectif, en mode ils sont tellement idéalisés le succès et au moment où ils y sont, ils disent mais en fait c'est ça, genre en mode, et tu sais, t'as une espèce de descente qui se fait. Moi le premier c'est pas grand chose, tu vois, mais je m'étais dit putain, le jour où j'arrive à vivre et tout de ma boîte machin, ce sera dingue. En fait ta vie elle change pas plus que ça, tu vois, enfin ok, c'est cool, tu fais un peu plus de trucs mais finalement tu bosses tout autant voire plus. Ça c'est une illusion que je me faisais d'ailleurs quand j'étais en études. Je me suis dit, Super intéressant. là je pourrais me dire ça y est, c'est bon, genre en mode j'ai bien charbonné, maintenant j'ai mon truc. Je travaille encore plus, parce que du coup j'ai plus de temps. Est-ce que tu prends plus de plaisir ou pas? Par contre, je prends 10 fois plus de plaisir. Parce que je suis moins contraint par l'école, par faire des choses que tu n'as pas vraiment envie de faire. faire. Par des trucs que j'ai pas vraiment envie de faire, tu vois, où je suis entouré de gens dont j'ai pas forcément envie d'être entouré. Que maintenant, c'est juste que j'ai le choix. Et j'ai le choix, et je pourrais très bien dire je bosse moins, mais j'ai le choix de bosser et de bosser avec des gens autour de moi avec qui j'ai envie de bosser, qui partagent la même vie que moi. Et du coup, c'est forcément différent. Donc, je partage de ouf un peu ta vision du truc et c'est grave possible. Mais juste, faut être prêt à accepter et c'est pas si long que ça. Et vraiment, juste pour revenir là-dessus, les gens ne se rendent pas compte du taf que c'est. Non, je pense pas. Moi, je m'en rendais pas compte avant de le faire. Je pense que tu t'en rendais pas compte avant de le faire. Et parce que tu vois que le rendu, voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, tu vois juste le rendu final. Clairement. Tu vois pas tout le reste. Et puis, tu vois pas tous les détails, tu vois pas toutes les problématiques, tu vois pas. Et c'est pour ça que quand tu as posé ta question, tu as dit voilà, tu es major de ta promo, alternant et entrepreneur. Je ne m'estime pas du tout entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est un job à part entière. Je suis entrepreneur, j'aspire à en devenir un, oui, mais c'est sacré pour moi, l'entrepreneuriat, tu vois. C'est quelque chose de tellement dur que je peux pas proclamer sur tous les toits. Et c'est pour ça que j'ai pas appelé mon podcast Jeune Entrepreneur, je l'ai appelé Jeune Doers. Parce que oui, je suis un doer, je fais des choses, j'agis, j'essaie de faire des choses à mon échelle. Ouais. Je suis pas un entrepreneur. Un entrepreneur, tu sais, t'es dans la même cour que Elon Musk. Tu vois. Si tu te dis entrepreneur, t'es dans la même cour qu'Elon Musk. Tu lis sa biographie en ce moment, tu vois bien qu'on n'est pas dans la même cour que lui, tu vois. Non, pas du tout. Donc, oui, évidemment, c'est toujours cool de dire voilà, l'entrepreneuriat. Et je serais peut-être un des premiers à le dire quand j'aurais que ça comme activité, parce que j'aspirais à devenir un bon entrepreneur. Mais voilà, c'est juste que t'as pas besoin d'être un entrepreneur pour faire des choses. Tu peux juste créer du contenu, faire des choses, quoi, être un doers. Et je trouve que c'est la chose la plus importante, c'est de faire des choses qui vont dans ton objectif, qui suivent ta ligne directrice que tu t'es donnée. Mais voilà, les gens ne se rendent pas compte, c'est beaucoup de taf, c'est beaucoup de kiff. Il faut apprécier le process. J'ai jamais compris cette phrase-là avant de le faire. Ouais. Tout le monde a toujours dit oui, il faut apprécier le chemin, machin. Tout le monde le dit. En fait, il y a beaucoup de trucs qu'on voit, tu dis c'est bullshit, c'est un peu bateau, mais en fait, c'est quand tu le vis, tu le conscientises, tu comprends ce que c'est, tu dis ouais, ok, je suis d'accord, ou pas d'ailleurs. Mais... Bien sûr. Et moi, je kiffe le process. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, toi, tu t'es en surkiff. Tu te dis, tu bosses encore plus qu'avant, mais tu prends encore plus de plaisir, tu vois. C'est ça qui est un peu paradoxal, en fait. Ouais. C'est que finalement, tu t'envoies des grosses sessions de travail, tu vois. Genre, moi, je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie, alors qu'à la base, je suis un gros flemmard, tu vois. Genre, j'ai toujours posé sur mes lauriers. J'ai jamais été le mec, je suis pas le premier de la classe, pas le dernier, ni le mec moyen, tu vois, le mec un peu random, tu vois.
Tu sais, un peu en mode, il est là, il est pas loin des premiers, mais il est pas non Ouais. plus trop bas, ni, tu vois, au milieu, il est là. Dans le tu vois. peloton, quoi. Dans le peloton, genre en mode, tu suis même le groupe de tête, t'es jamais bien loin, tu vois. Un peu dans la tête de classe et tout, mais. Et en fait, là, ouais, ouais, parce que je bosse plus, mais parce que je kiffe ce que je fais aussi, tu vois. Et je pense que toi, c'est la même chose, sinon tu le ferais pas et tu prendrais pas ces choix-là non plus. Pour Mais le dis-moi faire. si t'as eu cette impression aussi, mais moi, tu vois le concept de volatilité en finance ou pas? Ouais, Tu sais, bon, en gros, pour ceux qui nous écoutent, la volatilité, globalement, c'est à quelle fréquence va varier un actif, que ce soit en montée ou en descente. Donc, à quel point il va fluctuer dans le temps. Euh, j'ai vraiment l'impression que, et donc en finance, cette notion de volatilité, c'est le risque. Le risque, c'est la gestion volatilité. du risque. C'est corrélé. Je dis ça, c'est un peu une rêve de nerd ce que je fais, mais bref, en gros, j'arrive là où je veux venir. J'ai l'impression que ma vie, depuis que je me suis lancé, depuis que je fais des choses, elle est beaucoup plus volatile qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de hauts, il y a beaucoup plus de bas. Il y a des jours où je suis vraiment dans le down, je suis pas bien. Je me rends compte que, bah ouais, en fait, est-ce que je sacrifierais pas en fait un peu ma jeunesse? Tu vois, j'ai 22 ans, je vois des potes qui partent un peu de partout, qui font plein de choses hyper cool, qui sortent, qui profitent de la vie. Donc il y a des moments où je vais me rendre compte de ça, je vais me dire putain, mais attends, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de quelque chose là, tu vois? Est-ce que à 22 ans, j'ai pas peut-être autre chose à faire que bosser dans ma chambre tout seul alors qu'il fait beau dehors et que tu vois? Donc j'ai des jours comme ça, mais il y a des jours aussi où je suis en mode putain, mais je kiffe ce que je fais. Incroyable. Tu vois, j'ai une bonne nouvelle, un truc ou même pas forcément une bonne nouvelle, mais je suis bien, tu vois, je suis bien luné, je sais pas, je suis de T'as bonne un humeur. bon mood. J'ai un bon mood. Mais en fait, ça, donc c'est la définition de la volatilité, c'est la définition du risque en finance. Et en fait, je crois que je commence à aimer une vie risquée. Je crois que je commence à être dingue en fait de cette notion de volatilité-là, de ces hauts et de ces bas. Parce que oui, il y a des bas, mais putain, quand t'as des hauts après, qu'est-ce que c'est kiffant, tu vois. Et bref, voilà, c'est une réflexion que je m'étais fait, tu vois, je m'étais dit, putain, Ouais. c'est vrai qu'on parle souvent de l'entrepreneuriat, c'est que tout le monde disait, voilà, t'es entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime le risque. Et je trouvais ça intéressant de voir que le risque, vu par tout le monde, c'est juste, tu risques de tout perdre. Non, ouais, c'est un truc qui est très. Les gens voient beaucoup les choses et notamment ces sujets-là comme quelque chose de binaire. Mm. Et d'un autre côté, ils ont pas tort, mais c'est qu'une partie de l'équation, tu vois. Genre, c'est que la volatilité, ouais, comme tu dis, c'est des moments très bas, des moments très hauts. Mais des fois, ces moments très bas peuvent être moyennement bas, voire très très Mm. bas, mais des fois juste en dessous de zéro. Et c'est pas juste t'es très bien ou t'es super bien. Et ils voient, oui, le risque en mode c'est soit tu peux tout perdre ou soit tu peux tout gagner. Le risque, ça se Exactement. gère. Le risque, ça se gère. C'est ce que, dans ton métier, c'est ce que vous faites, vous gérez du risque, c'est ce que les banques font. Ouais. Les banques gèrent du risque, Ouais, c'est ça. c'est exactement ce qu'elles font. Et pour ta métaphore, moi, je me suis jamais autant senti vivre depuis que j'ai acheté mes 2 micros de podcast. Parce qu'en fait, tu te laisses le choix, tu te laisses l'opportunité d'avoir le choix. Mm. Le choix de rencontrer qui tu veux, le choix de. Tu poser deviens les maître de ta questions. vie, en fait. Tu deviens vraiment maître de ta vie. Moi, j'ai l'impression que je suis né une deuxième fois. Genre, ça peut paraître super bateau dit comme Ouais. ça, mais je l'assume à 200%. Et je pense que si je me réécoute, je serais d'accord avec ce que je dis là, dans plus longtemps. Ou si même mes enfants un jour ils l'écoutent, tu vois. Genre, je me dirais, je me suis jamais. J'ai l'impression d'être né une deuxième fois, genre en mode à partir du moment où j'ai décidé Mm. de faire un truc que j'avais vraiment envie de faire et pas parce que papa maman me disait que c'était bien ou l'école on m'a dit vous savez monsieur Rosa et tout, ce serait bien de faire ci ou de faire ça et waouh, genre la révélation quoi. Alors clair. ouais, la volatilité elle est là, elle est présente, mais qu'est-ce que tu te sens vivre en fait. Et c'est pour ça que les gens tant qu'ils n'ont pas vécu ces choses là, c'est un peu comme je compare beaucoup maintenant quand tu as des projets business à des sportifs de haut niveau. En fait, c'est un peu comme des sportifs de haut niveau. Des sportifs de haut niveau, tu t'entraînes très très dur, très longtemps. Tu sais jamais. Tu vois, les JO, c'est tous les 4 ans. Championnat du monde, bon, c'est tous les ans, mais voilà. Mais les top 1%, tu vois, genre, ils s'entraînent toute une vie. Il y a Usain Bolt s'entraîne toute une vie pour courir 9 secondes, tu vois. Et du coup, son moment de haut, je pense qu'il n'y a que lui qui peut sentir ça et vivre ça. Du coup, c'est que les sportifs de haut niveau qui arrivent à se comprendre. Et pour ça qu'il reste beaucoup entre sportifs de haut niveau. Pas que, hein, mais. Du coup, c'est pour ça que tu t'arrives à comprendre ça une fois que tu l'as vécu et que tu le fais en fait. Comme un mec qui veut rêver de devenir, je sais pas, astronaute ou pilote de ligne, bah, une fois qu'il est astronaute pilote de ligne, il sait ce que c'est, tu vois. Et c'est la même chose, tu vois. Et c'est tellement intense que ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant les moments, ouais, la variance, enfin l'écart type que tu peux voir entre quand tu te sens très bien, quand tu te sens pas bien du tout. Mais par contre, je sais pas, en fait, la faculté, je trouve, des gens qui réussissent à avancer, c'est de pas en fait de dissocier de ok, hier je me sentais comme ça, mais demain c'est un autre jour, tu vois, ou même le soir tu rentres, t'es pas bien et tout, tu te dis putain, j'ai passé une sale journée, putain, c'était dur, putain, il y a eu des merdes, il y a eu ci, il y a eu ça.
Tu dis, vas-y, c'est pas grave, tu dors, hop, tu travailles le lendemain matin, même si t'es encore un peu stressé, tu dis, allez, c'est bon, puis hop, ça va repartir sur autre chose, tu vois. Et puis après, boum, t'as une bonne nouvelle qui arrive. T'as une un bonne nouvelle truc. qui arrive et ça s'arrête jamais, en fait. Et les gens, souvent, et qui sont vraiment passionnés par ça, les entrepreneurs, ils sont addicts à ça, je pense, en vrai, en partie. Ouais, tu mais vois. clairement. Comme les sportifs de haut niveau, t'imagines, t'arrives à monter sur le podium des JO ou un truc, tu dis, attends, et là, je l'ai fait, pourquoi je le referais pas, tu vois, genre, Ah, en bien mode, sûr. c'est vraiment un. Tu découvres plein de trucs, en fait, t'en apprends plus sur toi. Mm. Et où tu pensais avoir des limites ou des croyances limitantes, comme on entend souvent parler, en fait, ça n'existe pas. Genre, pour Ah, moi, c'est pareil, incroyable. tout est possible, tu vois. Et c'est ouf, du coup, quand tu t'ouvres ce champ des possibilités-là, Ouais, incroyable. ça te fait passer dans un autre step. En fait, ta croissance, pour moi, elle s'accélère, tu vois. Tu sais, ton développement et ta maturité, je pense que, ouais, si, tu vois, 1 an de travail acharné, ça en vaut peut-être 5 ou 10 passés, entre guillemets, en rythme de croisière, tu vois. Clairement. Mais après, je dis attention, je dis pas qu'il faut faire ça toute sa vie, tu vois. Ouais, bien sûr. Et Mais on en revient à la notion d'équilibre, tu vois. Est-ce que tu cherches l'équilibre? c'est ça, en fait, la question Qu'est-ce à que se poser. l'équilibre? Moi, j'essaye de fuir les équilibres. Très honnêtement, tu vois. Je pense pas que ce soit possible d'avoir une vie équilibrée, parfaite. Non, Je pense que sur le long terme, oui. Tu vois, genre si tu regardes une fois que tu as 60 ans, tu vois, tu regardes en arrière, tu te dis, ok, Ouais, quand tu prends les deux pôles, ouais, tu voilà. te dis, voilà. Tu te dis, ok, j'ai eu un peu de tout. Finalement, tu vois, j'ai peut-être une famille, une bonne activité, j'ai vécu des choses intéressantes, voilà, j'ai une bonne condition physique, enfin, une bonne santé, tu vois. Tu peux peut-être avoir tout, in fine. Mais pour moi, ça passe forcément par des périodes de ta vie où Des tu as cycles, focus sur un truc en particulier, tu vois. Ouais. Et c'est pour moi, on en revient, c'est pour moi un des plus grands mots de notre génération, c'est les gens qui veulent tout de suite, Sans avoir sans les conséquences, enfin sans les sacrifices, pardon, qui vont avec. C'est ça. Donc ouais, hyper intéressant. Ça, et je rajouterais même un truc, c'est que tu as dit, je l'ai perdu d'ailleurs, ça va me revenir. Ça va me revenir. Ouais, l'écart type entre les deux, ultra. Enfin, c'est impressionnant ce que ça peut faire, mais je comprends l'addiction, ça va me revenir. En plus, c'était un truc, je voulais revenir sur le sujet, je sais pas, ça va j'ai me revenir. Il y a un deuxième sujet, donc le sujet numéro 2, on en a pas mal parlé, c'est la creator economy. Ouais. Donc tout ce qui est lié à la création de contenu, podcast, c'est même très large, hein, ça va jusqu'au domaine, tu vois, de l'influence. Enfin, moi, j'inclus beaucoup de choses dedans. C'est quoi ta vision un petit peu pour 2025 là-dessus, toi qui crée du contenu, qui a commencé à créer du contenu? Comment est-ce que tu vois évoluer ce secteur-là un petit peu? Les tendances peut-être, et toi, ton avis là-dessus? Pour moi, la creator economy, c'est on n'est qu'au début de cette expansion-là, tu vois. Ok. Je pense que vraiment, tu vois, on dit souvent qu'on a 5-10 ans de retard sur les US. Quand on voit ce qui se passe aux US côté créateur économique, côté création de contenu, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une boîte qui n'utilise pas les réseaux, il n'y a plus une boîte qui ne communique pas sur les réseaux, il n'y a plus un entrepreneur qui n'a pas les réseaux. Et en France, on est quand même en retard là-dessus, tu vois. Ouais, ça commence à se voir, évidemment, il y en a de plus en plus, mais je pense vraiment que ça revient à ce qu'on disait au début, la confiance, c'est vraiment le maître mot dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui. On a besoin de confiance, on a besoin de rapports humains. Quand on est entouré par des technologies qui vont de plus en plus loin, l'IA, etc., c'est incroyable. Tu vois, ça ouvre des possibilités qui sont dingues. Mais avec le Covid, je pense que tout le monde s'est rendu compte que le contact humain, c'était primordial. Et ce contact humain, c'est pour moi directement lié à cette notion de confiance, en fait. On a besoin d'avoir confiance en quelqu'un, on a besoin de sentir des énergies avec une personne. C'est pour toutes ces raisons-là que je pense que la creator economy, la création de contenu, on n'est qu'au début. Pour moi, n'importe quelle boîte va finir par utiliser les réseaux. Et je pense même que le meilleur moyen pour une boîte de communiquer sur les réseaux, de se faire connaître, c'est pas que la boîte crée un compte LinkedIn ou YouTube ou ce que tu veux, faire des podcasts, machin. Je pense que c'est un bon début, mais c'est pas le meilleur moyen de se faire connaître ou d'utiliser cette creator economy à bon escient. Je pense que si toutes les boîtes aujourd'hui arrivaient à avoir un employé, mais même plusieurs, donc minimum un employé, qui parle sur les réseaux, non pas au nom de la boîte, mais au nom de sa personne, en montrant qu'il travaille dans cette entreprise-là. Tu vois, truc tout con. Tu bosses dans une banque privée. Si tu as t'es une banque privée, si tu as un de tes employés, un des banquiers privés qui parle sur les réseaux, de son quotidien, de sa vie, de chiffres,
tu vois, il arrive à démystifier un peu ce milieu-là, il arrive à montrer au grand public ce que c'est, il arrive peut-être aussi à cibler des potentiels clients, s'il arrive à parler de tout ça, non pas au nom de la boîte, en tant que grosse entité, je fais du contenu assez cheap, vu et revu, corpo, dégueulasse, que plus personne ne veut regarder. Si toutes les boîtes avaient un employé qui se mettait à fond dans la création de contenu, tout en faisant son boulot, hein, mais tu vois, qui montrait un peu les backstage, etc., tout ce qu'on connaît, ce serait en 2 ans celui qui rapporte le plus de business à la boîte. Et on le voit, nous, je vais pas citer de nom ici, mais on le voit, il y a des acteurs dans la gestion de patrimoine en France qui ont pris ce pli-là très tôt et qui aujourd'hui rapportent, je le sais, énormément de business à leur entreprise et beaucoup plus que d'autres qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Directement et indirectement. Sur des axes de développement qui sont pas que, parce que les gens, souvent, quand on dit rapport du business, tu vois, j'aime bien faire cette nuance, c'est souvent la notion du business, genre c'est-à-dire de l'argent directement, des clients et tout. Mais ça peut être aussi des contacts ou des partenariats, des choses comme ça. La visibilité, etc. Qui, in fine, bien sûr, te ramènent de l'argent parce que cash is king, tu vois, genre surtout dans ce milieu-là. Ouais. Mais, et tu vois, je trouve ça dingue que toutes les boîtes n'aient pas pris ce pli-là encore. Et moi, je suis convaincu que si vraiment je tire mon fil, tu vois, que j'essaie de dérouler, je pense que, alors ça sera peut-être à vérifier, tu vois, mais je pense que les personnes qui arriveront à tirer leur épingle du jeu en 2025 ou en 2026 ou dans les années qui arrivent, ce sont les personnes qui arrivent à montrer sur les réseaux leur quotidien en tant que banquier privé, en tant que chef de projet dans une start-up, en tant que bras droit CEO, en tant que... peu importe. Je pense vraiment que ça va être ceux qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu et qui vont réussir à rapporter le plus de business, qui vont réussir à être gratifiés pour ce qu'ils font, etc. À l'ère où l'intelligence artificielle va remplacer tous les jobs qui sont extrêmement facilement remplaçables, je pense que la création de contenu, on en est encore un peu loin, même si tout le monde parle des IA qui arrivent à créer quand même des clones, des trucs comme ça et tout, c'est quand même pas mal fait. Mais en fait, c'est pas mal fait, oui, mais peu importe. Je pense que évidemment, ça va être remplacé, mais parce que tous les métiers vont être remplacés par l'IA. C'est ce que je pense en tout cas. Mais la création de contenu, tu vois, tous les métiers d'humain, finalement, je pense que ce sera le dernier secteur à être remplacé. Donc je pense vraiment que, voilà, pour moi, n'importe quel étudiant, n'importe quel employé, n'importe qui devrait se mettre, enfin, qui se sent capable de passer devant la caméra, devrait se mettre à la création de contenu. Ouais. Puis les gens, pour nuancer sur l'IA, tu vois, c'est ce que tu dis, c'est très, très juste. Il y a un podcast que j'ai écouté justement d'experts IA. Je crois que c'était Yann Lequin, c'est je sais pas si tu vois qui c'est, il travaille chez Facebook, chez Meta et France, et qui a une vision sur l'IA assez tranchée. Je crois très optimiste. Très optimiste, ouais. Il sert ses intérêts, hein. Évidemment. Mais qui disait que justement l'IA, les gens font l'amalgame en mode, je prends l'exemple de ChatGPT, parce que c'est ce que beaucoup de personnes utilisent dans beaucoup de boîtes, et encore que, contrairement à ce qu'on pense. Et il pensait que ChatGPT avait une manière de raisonner. Alors en fait, les IA, elles font juste, c'est des suites de code et de réactions logiques en fait d'algorithmes. Tu vois, c'est pas du raisonnement. Et là, il commence à y avoir des algos ChatGPT, genre en mode qui te font justement de la réflexion, etc. Ça s'appelle la version O1 ou O-mini. Là, je sais pas si tu l'as testé ou pas ? J'ai pas encore trop testé, incroyable. Mais ça a l'air vraiment pas mal. Incroyable, en termes de possibilités, de questions, etc. Ouais. Et j'avais donc Yann Lequin qui disait, je crois, que pour que l'IA ait une capacité de raisonnement en termes de data et de connexion que ça représente, je crois que c'est ce compte en milliers de trilliards de connexions. Et pour avoir une base de raisonnement, et cette base de raisonnement-là en milliers de trilliards, ça correspond à ce qui se passe en gros en termes de connexion neuronale dans le cerveau d'un enfant de 5 ans. Non mais c'est terrible. Donc genre en fait les gens ont la pensée et le truc que l'IA c'est déjà en mode top niveau et tout. En fait, c'est genre le début de l'exponentiel. Genre, on est tu vois, t'as le 0 qui est là. Genre, on en est, je sais pas, peut-être là, tu vois. Mais t'as vu la lettre ouverte de Sam Altman ? Ouais. Incroyable. On a quelques milliers de jours, il a dit, de la super intelligence. Bah, bien sûr que oui. Mais c'est dingue. C'est-à-dire que, tu vois, on est à 3, 4, 5 ans d'une intelligence qui est supérieure à la nôtre. Ouais. Bah, comme quand tu regardes, bon après les échecs c'est de la combinaison, mais tu regardes maintenant les machines aux échecs, elles sont depuis des années meilleures que l'homme, etc. Parce que c'est des combinaisons, mais finalement c'est un peu la même chose que notre cerveau est fait comme ça. Mais ouais, on n'en est pas si loin que ça, mais on n'est quand même pas non plus. Tu vois, je pense encore au maximum, ça c'est ma vision du truc, mais en termes de ce que ça représente comme terme de raisonnement, de puissance de calcul aussi pour les gens s'imaginent pas derrière tout ce qu'il y a, quoi. Ils pensent que ChatGPT c'est déjà un peu genre de quelqu'un
à part entière, alors qu'en fait, c'est juste un Ouais, algo non. qui Ah, te non. sort des trucs, quoi. Tu vois. Il sort le mot le plus probable à chaque fois. Ouais, Statistiquement le plus probable. Ouais. statistiquement plus probable. Et même la preview là sur le raisonnement, il est encore différent, Ouais, je ouais. trouve. Incroyable. Mais ouais, c'est pour ça, je pense que tu vois, tous ces trucs un peu où il te faut du raisonnement, tu vois, du storytelling, même si tu peux créer des belles histoires et tout, si tu apportes pas un peu de contexte ou de la connaissance, c'est compliqué quand même, tu vois. Puis je pense encore que les gens le ressentent. Tu vois, les Ouais. gens ressentent le côté humain. Bah, bien sûr. Je pense que c'est inné en nous, tu vois. Et évidemment que je suis très. Ouais, je pense vraiment que l'intelligence artificielle va remplacer tous les métiers in fine. Je pense aussi. Je pense mais... qu'elle peut mener à la fin du monde, littéralement. Je fais partie de ces gens-là. Il y a une probabilité, en tout cas, qui n'est pas négligeable pour moi. Mais en attendant, on ressentira toujours ce côté humain. Jusqu'à ce que, tu vois. Mais C'est un peu le sixième, tu sais, ce que je disais tout à l'heure, c'était un peu un sixième sens. Ouais. C'est un peu le sixième sens. Le truc que je voulais dire tout à l'heure, j'ai retrouvé, c'est que tu vois, tu me disais, est-ce que tu bosses, tu sais, tu me demandais si je bossais beaucoup et tout. Et pareil, créer du contenu. Tu vois, je pense que pour chaque personne, ça résume un peu tout ce qu'on s'est dit là-dessus. Et même vis-à-vis, tu vois, de la création de contenu, de comment on voit le truc, machin. En fait, chacun a sa propre recette, tu vois. Dans les bureaux que je loue, il y a un de mes invités qui s'appelle, d'ailleurs, si regarde cet épisode, Maxime Dédicace. Maxime Trauma, qui est un super entrepreneur que j'ai rencontré, qui est devenu un ami, qui me disait, qui a pas mal d'expérience, il me disait en fait, toi, tu travailles comme ça et tu as envie de faire comme ça, mais l'autre, un entrepreneur en face, il peut peut-être travailler 4 heures par jour, 5 heures par jour, c'est son problème, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas de recette, entre guillemets, à suivre, etc. Alors oui, il faut beaucoup travailler, mais beaucoup travailler, ça veut dire quoi? C'est beaucoup travailler pour toi. Pour certains, ça va être 5-6 heures dans la journée, pour d'autres, ça va être 10 heures, pour d'autres, ça va être travailler pendant une semaine, 100 heures par semaine, 100 heures par semaine pendant 3 semaines, et après ne plus rien faire pendant 2 semaines. Enfin, tu vois, genre, il y a chacun un peu sa propre recette. bien sûr, ouais. Et je trouve que c'est ce qui est le plus important, c'est de trouver ta recette à toi. Parce que Tu sais que je me suis rendu compte d'un truc dans la même veine, il y a très peu de temps. Le but dans la vie de chacun, c'est d'être heureux. Tout le monde est d'accord avec ça. Il n'y a pas de recette magique pour être heureux, c'est pas possible, mais ça reste le but, in fine, de chacun. Tout le monde a envie d'être heureux. Ouais, en partie. Il y en a, pour être heureux, tu vois, il y en a qui n'ont pas beaucoup d'ambition. Il y en a qui ont... Et c'est très respectable, tu vois. Chacun est différent. Il y en a qui n'ont pas énormément d'ambition. Il y en a qui sont très bien dans leur petit train de vie quotidien, etc., tu vois. Il y en a d'autres qui ont envie de déplacer des montagnes et qui ont envie de révolutionner le monde, tu vois. Mais in fine, ces deux personnes, pour moi, elles cherchent la même chose, au fond. Et je me suis rendu compte que, mine de rien, tu sais, il y a beaucoup de mes potes qui me demandaient, mais attends, mais pourquoi tu fais tout ça tu vois, pourquoi tu fais tout ça, en fait? Toi, tu prends la tête, Pourquoi tu prends la tête? et la peine de faire tout ça. Ouais, et en fait, j'ai fini par comprendre que, bah, mine de rien, c'est juste que j'aspire pas aux mêmes choses. Et que moi, pour être heureux, ma recette du bonheur, même s'il n'y en a pas, si je devais la dessiner, bah, le premier ingrédient à mettre, c'est le travail que je mets, tu vois. C'est d'accomplir les steps que j'ai envie d'accomplir. Ça, c'est ma recette à moi. Mais mes potes, ils ont peut-être une recette qui est totalement différente. Et tant qu'ils sont heureux, c'est le principal, tu vois. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à concevoir ça. J'ai longtemps pensé que, tu vois, les gens qui n'avaient pas d'ambition, c'était vraiment... c'est juste qu'ils s'étaient pas rendu compte, tu vois, qu'ils étaient capables d'eux. Ouais, qu'ils étaient dans la matrice. C'était dans la matrice, etc. Et j'ai longtemps été comme ça, tu vois. J'ai longtemps même blâmé, tu vois, des membres de ma famille qui étaient pas comme moi, tu vois, ou pas blâmé, mais tu vois. Tu sens que tu avais un peu de ressentiment Ouais. envers, Et en fait, je commence là à comprendre vraiment que on est tous différents, il faut tout pour faire un monde, et que tant que chacun poursuit, tant que chacun est éclairé, en fait, tant que chacun comprend les conséquences de ses actes, ouais, qu'il assume qui il est, Qu'il assume qui il est. les prises de décision qu'il prend, Qu'il et assume il ce dit, qu'il moi, fait. ma vie elle est comme ça. Et exactement, tant qu'il fait ça, pour moi, je respecterai son choix, tu vois. Et je me suis retrouvé comme un con à un moment dans ma douche, tu vois, à me dire, putain, mais en fait, je me fais, genre, moi, ma recette pour être heureux, elle est beaucoup plus difficile que d'autres. Tu vois, il y en a qui se contentent juste de faire leur petit taf, leur petit truc, voir leurs potes. Ouais, mais peut-être que toi, tu C'est trouves beaucoup que plus accessible, tu vois. Plus accessible, mais pour eux, c'est déjà peut-être énorme, tu vois. Bien sûr, mais tu vois, je me dis, Ouais. putain, en fait, je me suis dit, tu vois, si seulement, entre guillemets, j'avais besoin de moins pour être heureux, je me ferais pas chier autant, tu vois. Même si j'aime ce que je fais et tout, tu vois, je me suis quand même dit, c'est un peu complexe comme raisonnement, mais je me suis quand même dit, putain, en fait, je fais tout ça moi juste pour être heureux. Il y en a qui ont besoin de faire 4 fois moins, tu vois. Et c'est comme ça, j'ai admis le truc et je me suis dit, bah en fait, ouais, parce que si moi je fais 4 fois moins, et je l'ai vu avant de commencer à entreprendre ou de commencer à faire mon petit bout de chemin, j'ai vu que j'étais pas heureux, tu vois. Et j'avais le même train de vie que d'autres
personnes à moi, d'autres collègues à moi qui étaient très heureux dans cette notion-là de la vie, tu vois. Ce que je pense que là-dessus, on se ressemble pas mal, c'est que tu avais besoin de combler des dettes inconscientes que tu payais avant et tu t'es dit putain, faut que je les rembourse. Et genre, c'était peut-être l'ignorance que tu avais sur certains sujets et sur peut-être vraiment au fond de toi, quelles étaient tes vraies aspirations, tu vois. Ouais. Et quand tu as commencé à rembourser cette dette-là, tu t'es dit ok, là, je suis heureux parce que justement, tu t'es dit maintenant, je veux plus, en tout cas pour l'instant, être dans ce délire-là, tu vois. Et peut-être que ta recette, elle va évoluer d'ici là, hein, ça se trouve. Ouais, peut-être. Mais c'est fou de se dire ça, tu vois. Genre, de se dire qu'en fait, je rebondis là-dessus, mais c'est juste, tu sais, la fameuse histoire du pêcheur, tu sais, qui il pêche un peu pour sa famille, tu vois. Il vit comme ça dans une petite île. Et là, t'as un capitaliste qui arrive et qui lui dit mais attends, mais pourquoi tu pêches 2 poissons par jour, tu vois, tu pourrais en pêcher 100. Et après, tu les vends, et après, tu crées une filiale, et après, Et après, comme ça, tu pourras prendre un peu des vacances. Ouais, ok, et prendre des vacances pour rester avec ta famille. Tu vois, et en fait, le mec, de base, c'est sa vie, en fait, juste comme ça. Il n'a pas besoin de faire tout le cheminement, parce qu'il rêve pas forcément de plus, tu vois. Il n'a pas envie de faire toutes les étapes pour avoir un but final qui est le même que sa vie actuelle, qui est juste profiter de sa famille, avec, tu vois, profiter des siens, sans forcément taffer énormément, tu vois. Donc ça fait beaucoup réfléchir, mais c'est juste ça, en fait. C'est juste que certains ont une vision des choses qui est différente des autres, et c'est très compliqué, je veux pas prêcher, tu vois, je suis pas un prêcheur de parole, machin, mais c'est très compliqué, mais il faut accepter que tout le monde est différent, et il faut accepter les différences de chacun, et surtout ne pas blâmer des parcours différents du sien, faut pas appliquer le filtre de sa vie à la vie des autres. Faut pas voir la vie des autres comme si on était ces personnes-là avec notre filtre de pensée. Chacun a ses propres systèmes de valeurs, son propre prisme de vision de sa vie, des choses, de son job, de ce qui est le bien, ce qui est le mal, ce qui est éthique, ce qui n'est pas éthique, tu vois. Clairement. Genre, il n'y a pas de souci, tant que c'est assumé, tu vois. Genre, j'ai autant de respect, tu dis, pour une actrice porno qu'un prêtre, tu vois, genre en mode qu'un SDF, parce que finalement, bon, après, peut-être qu'il y en a certains, ça a été leur choix, d'autres non. Exactement, ouais. Mais tant que c'est un minimum assumé et que les gens se sentent bien et tout, fine, tu vois. Genre, et au contraire, je pense que tu as énormément à apprendre de tout et tout le monde, tu vois. Clairement. Dernière question pour terminer ce magnifique épisode de podcast. Quelle est, toi, la chose que tu penses vraie, mais que 99% des gens autour de toi pensent totalement fausse? Et t'es convaincu que c'est vrai? C'est marrant, tu me l'avais montré cette question. C'est la question de Peter Thiel, il me semble, qui pose à tous les investisseurs Tout à fait. Avant d'investir. Peter Thiel, donc cofondateur de PayPal, qui prône le contrarian thinking, donc l'esprit contrariant. Ouais, penser en dehors de la boîte. Think outside the box. J'ai pas vraiment la réponse, mais je pense que, tu vois, on a souvent dit les jeunes n'ont pas assez d'ambition. On a souvent dit les jeunes ne rêvent pas assez grand. Les gens ne, tu vois, veulent pas accomplir des trop grandes choses. C'est marrant, ça contrarien, hein, ça va aller au contraire de ce que je disais juste avant, mais moi je pense quand même que la plupart des jeunes, en tout cas qui suivent beaucoup de contenus entrepreneuriaux, dev perso et autres, ont au contraire des objectifs beaucoup trop grands, des ambitions beaucoup trop grandes au début, et c'est souvent ce qui leur empêche de passer à l'action vraiment. Je pense que tout le monde fait cette erreur, je l'ai fait, peut-être tu l'as fait, d'autres l'ont fait, plein d'autres l'ont fait. C'est la volonté d'avoir des projets beaucoup plus grands que soi dès le début. La volonté d'avoir un premier projet qui est gigantesque. Le problème de ça, c'est que oui, c'est très stimulant, parce que tu as envie de bosser pour. Tu as envie de te dire, putain, moi, un de mes premiers projets, c'était de tokeniser des fonds d'investissement. Tu vois. J'ai envie de donner à l'accès à n'importe qui, avec 10 balles, de pouvoir investir dans des fonds d'investissement. Grâce à la tokenisation, un truc méga complexe. Hyper stimulant de bosser là-dessus. Impossible. Surtout quand c'est ton premier projet. Et c'est ce qui bloque et ce qui empêche les gens de passer véritablement à l'action, parce que ce projet-là, il n'est jamais sorti. C'est justement de rêver trop grand, de vouloir trop. Et du coup, Comme point de départ. Comme point de départ. Pour moi, il faut, et c'est pour ça que j'ai commencé avec une petite marque, je t'en parlais au début, une petite marque à la con, de la création de contenu, tu vois. Je suis pas entrepreneur, je suis juste créateur de contenu. Mais c'est une chose emmène une autre. Et je pense que voilà, il faut pas rêver trop grand au début comme premier projet, il faut vouloir juste faire les choses à son échelle et on arrivera tous à nos fins, je pense. Je pense que c'est un très très bon mot de la fin, Louis. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, mec. Très pour cool. cet échange. C'était court, ça va vite. Ça va très vite, mais tous les réseaux sociaux de Louis seront d'ailleurs dans la description de cette vidéo YouTube. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas du coup à la liker sur YouTube, mettre un petit pouce bleu, 5 étoiles sur Spotify et sur toutes les plateformes de streaming audio. En espérant que l'épisode vous a plu. C'était Louis et Valentin pour un nouvel épisode du podcast Mindflow. Ciao, à bientôt. Ciao les gars.